Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être sur Radio Apalji Kambout avec nous pour notre émission Nous qu'apprendre en main. Une émission que nous faisons en français puisque nous avons un public qui nous suit par Internet dans beaucoup de pays francophones et que ces débats que nous avons ont pour but de nous faire réfléchir sur des questions fondamentales de déconstruction. Alors chaque fois nous avons un thème et nous invitons des personnes ressources qui nous aident à le développer. Et aujourd'hui, nous avons pour commencer avec nous de la Soigne, qui va se présenter, qui est un militant du Modemas, qu'on connaît dans les activités économiques. Bonjour, présente-toi. Bel bonjour, Robert. Bel bonjour. Ah oui, il faut parler français. Oui, pour les invités de l'extérieur. Bonjour PIA et puis bonjour à tous ceux qui nous regardent. Oui. Et puis, donc voilà, donc moi c'est Amilcar, donc mon secrétaire général Modemas, et puis à côté de ça, moi j'ai mené en combat économique et puis en groupement Maï, qui est Marina, donc nous avons mené des actions pour valoriser tout ça qui a fait un pays. Il y a même dans des marchés artisanaux et puis agricoles alternatifs. Oui, on a. Très achalandés. Alors, donc l'équipe de Marina a mis en place il y a un marché vraiment très intéressant avec un modèle économique très juste et qui permet à nos artisans, nos agriculteurs, nos producteurs qui proposent de la production saine de pouvoir rencontrer la population martiniquaise. Voilà. Alors aujourd'hui, le thème que nous avons retenu pour nos échanges, c'est la manipulation des mots en politique et en économie. Nous aurons l'occasion de faire une émission spéciale sur les questions de communication, le rôle des langues, l'ambiguïté des mots, ce qui fait qu'il y a souvent incompréhension dans les dialogues, des conflits qui sont incontrôlés, alors que parfois on est d'accord sur les objectifs, mais on n'est pas sur les mêmes longueurs d'onde concernant le sens des mots. Alors, ce que nous voulons voir aujourd'hui, c'est que très souvent, les mots sont utilisés de façon mal intentionnée par les classes dominantes pour empêcher aux populations, aux exploités, aux dominés, de vraiment comprendre les problématiques et pour semer la division. Par exemple, en matière d'économie, nous avons vraiment tous envie d'aller dans la même direction, que le peuple vive bien, qu'il y ait des relations harmonieuses. Et pourtant, on n'arrive pas à s'entendre parce que dans les mots qui déterminent nos actions, il y a des contenus qui nous divisent. Alors aujourd'hui, nous allons parler de ce débat en trois moments. Un moment sur les mots de l'économie, un autre moment sur les mots de la politique et un dernier moment sur que devons-nous faire pour combattre les aliénations et puis savoir de quoi on parle pour avoir des bons résultats. Par exemple, en matière d'économie, dans le système, on nous dit que pour qu'un pays aille bien, il faut que la croissance soit importante, il faut que le PIB, le PNB soit important, il faut que nous ayons de bonnes notes des agences de notation, on nous a donné A, A, B, etc. Et puis, tout un tas de notions, il faut que notre pouvoir d'achat augmente, mais qu'est-ce qui se cache derrière tous ces mots? Il y a concernant la politique, également, tout un vocabulaire qui est fait pour nous empêcher de réfléchir, puisqu'on nous parle de démocratie, de liberté, on désigne des dictateurs, des islamistes, des antisémites. Maintenant, il y a la génération Z. Alors, tous ces mots-là, c'est en fonction de ça que nous prenons position, d'après les définitions qui nous ont été données par les Occidentaux. Mais qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière tous ces mots? Et puis la troisième partie, là, on sera à l'aise, puisque nous allons envisager ensemble, nous, qu'est-ce qu'on fait pour nous débarrasser de l'aliénation et pour aller en avant. Alors, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet avec un acteur économique, un militant politique, et je lui pose la question, pour toi, une économie saine, une économie qui répond aux besoins de son peuple, qu'est-ce que c'est? Sur quoi on peut se baser pour dire que vraiment, on est dans la bonne direction? Alors, je pense qu'une économie saine est d'abord une économie de la terre. Parce que nous sommes sur une île qui fait 80 km sur 40.
On nous apprend à penser avec des concepts qui sont faits déjà pour des pays qui ont des dimensions différentes, qui ont des réalités différentes, alors que nous, sur 80 km sur 40, on a des écosystèmes qui sont extrêmement riches, qui sont aussi très sensibles. Et donc, notre rapport à la terre, c'est la première base de l'économie. Sur un pays comme le nôtre, la première des questions qu'on doit se poser, c'est comment on nourrit notre peuple. Et à partir de là, comment on construit une économie qui est basée d'abord et avant tout sur les ressources de notre pays. Et puis ensuite, en fonction de ce qu'on aura pu détecter, analyser, valoriser, on va commencer à voir effectivement ce dont on peut avoir besoin à l'extérieur pour pouvoir consolider notre économie. Mais la base d'une économie part toujours de la terre. Et je constate que dès le départ, tu nous dis il faut regarder autour de nous, partir de notre environnement, de ce dont nous avons besoin, nous ou notre peuple. Mais quand on entend les langages médiatiques, les économistes, les politiques, etc., ils nous disent mais non, mais de toute façon, pour que ça puisse se développer, il faut attirer des investisseurs. Est-ce que attirer des investisseurs, est-ce que créer des entreprises, c'est ce qui nous permet de réaliser l'objectif dont tu as parlé? Non, ce qui nous permet de réaliser l'objectif dont on a parlé, c'est d'abord de connaître nos besoins. C'est ça, on ne peut pas partir, une économie saine ne peut pas partir qu'à partir des besoins du peuple. Et non pas à partir de modèles de consommation qu'on lui impose. Et en Martinique, nous avons la double peine. C'est-à-dire qu'au même titre que n'importe quelle personne dans le monde, nous subissons le poids de la mondialisation et des gros mécanismes économiques qui vont agir sur notre culture, qui vont agir sur notre façon de manger, donc sur notre santé, notre façon de nous soigner, etc. Donc déjà, on a ça. Et puis en plus, nous sommes dans une société de plantation. Donc avec des inégalités, des injustices qui sont criantes et une accaparation de l'économie vers un modèle qui nous est exogène. Donc du coup, l'économie pour moi doit vraiment partir de notre réalité. J'ai noté que tu as dit connaître nos besoins. Alors, nos besoins c'est quoi? Est-ce que c'est pouvoir avoir assez d'argent pour aller en croisière une fois dans l'année? Pour aller, aujourd'hui, nous sommes la Saint-Valentin pour emmener notre chérie, comme les médias nous invitent, à un restaurant et puis lui offrir pour le monsieur une belle montre ou pour la dame un beau collier. Nos besoins, c'est quoi? Et si on doit baser la construction de l'économie sur les besoins, tu as raison de dire, il faut connaître les besoins. Mais quels sont-ils? Les besoins d'une société vont être définis par le cadre qui a construit cette société-là. Et nous, on a toujours été, de par le fait colonial, on a toujours subi ce cadre. À aucun moment on a eu la possibilité, ou on a décidé de prendre la possibilité de fixer nous-mêmes le cadre qu'on souhaitait et les besoins qu'on avait. Donc forcément, si vous pas ça rouler, c'est les autres là qui ne savent pas. Donc, alors, c'est complexe parce que les rapports de domination nous maintiennent encore maintiennent la majorité de notre peuple dans la pensée que nous sommes obligés de dépendre de l'extérieur parce que nous pas personne. Alors que c'est une réalité, un narratif, pour revenir au sujet, au thème de la communication, qui est extrêmement préjudiciable pour nous. Puisque ça nous entretient dans le fait que on ne peut pas être en responsabilité puisque les solutions viennent de l'extérieur. Mais c'est à nous de définir notre besoin. On est sur une île de 80 les km. Besoins qui nous feraient nous émanciper, selon toi, quels sont les prioritaires? Le besoin de manger, déjà, en santé. Manger sainement. Manger sainement. Aujourd'hui, 86% de tout ce qu'on consomme vient de l'extérieur. Et donc, sont des produits le plus souvent qui ne proviennent pas de nos climats et qui ne sont pas adaptés à nos organismes. Des 40 dernières années de consumérisme nous ont habitués à manger énormément de blé, des pommes de terre, des produits extrêmement transformés avec des conservateurs, des perturbateurs endocriniens, ça a affecté notre santé. Et donc, notre premier besoin, c'est d'être bien dans notre pays, donc de manger en santé. Et donc, on est face à cette réalité. De produits importés. Est-ce qu'il y en a qui n'aient pas de conservateurs, de produits chimiques, de pesticides dedans? Alors, quasiment pas.
la plupart des produits qu'on trouve dans les supermarchés ont été traités pour pouvoir résister à des conditions de transport et puis aussi ont été préparés pour tenir longtemps, pour nous habituer au sucre, pour rester joli, pour nous habituer dans la graisse et puis pour être joli. Donc c'est le rapport que nous avons avec notre alimentation. Ça qu'on fait manger, ça qu'on fait rentrer en cause, c'est ça où tu es ce que tu manges. Donc le premier point fondamental qu'il faut retenir, que le besoin c'est une alimentation saine et qu'elle ne peut être saine que si elle naît de l'environnement et l'économie doit s'organiser autour de ça et non dépendre de ça. Tu as employé le mot de dépendance. Alors, exactement, puisque aujourd'hui, comme je disais, 86% de ce qui sort de l'extérieur et certaines choses qui sont produites ici, on a beaucoup de monocultures qui sont destinées à des productions qui sont à l'exportation et qui en plus occupent énormément de sol sur notre petit pays. Donc on a besoin de diversification agricole, on a besoin déjà de volume agricole, on a besoin que nos cantines nourrissent nos enfants avec nos produits. Donc on a besoin de remettre en place une production agricole, il nous faut une réforme agraire. Alors, on est d'accord sur ce point-là, mais pour arriver à avoir une économie, il y a la question du pouvoir, on va revenir dessus quand on va parler politique, mais il y a les moyens d'organiser la société. Le langage officiel, c'est que c'est l'entreprise qui seule peut être capable de faire ça. Et on dit à nos jeunes, mais devenez auto-entrepreneurs, comme ça il n'y aura pas de chômage, comme ça ira bien. Alors je voudrais que tu nous donnes ton point de vue sur le rôle de l'entreprise. Est-ce que c'est elle qui crée les richesses et puis qui va ruisseler, comme ils disent, répartir, donner de l'argent pour qu'on vive bien? Est-ce qu'il faut obligatoirement passer par des entreprises où on investit, capitalistes, pour pouvoir remplir les fonctions dont tu as parlé? Non, il faut d'abord passer par la responsabilité. C'est-à-dire que là où le discours qui veut dire aux gens, créez vos entreprises peut avoir un sens, ça veut dire pour moi, prenez vos responsabilités. Mais le discours officiel, c'est créer une économie capitaliste, donc créer une entreprise qui va générer de la richesse et qui va créer une société harmonieuse. Non, la société harmonieuse et l'économie se créent toujours par une volonté fiscale politique, d'abord, de créer une structure économique qui puisse permettre aux différentes personnes qui sont dans la population d'exercer leur potentiel. C'est ça une économie. C'est une économie, c'est pas forcément une entreprise capitaliste. Ça peut être une coopérative, ça peut être organisé aussi par une collectivité. Le dynamisme doit venir de la volonté. Et là, c'est la volonté qui construit le modèle économique. Et pour qu'on ait un modèle économique juste, il faut effectivement qu'on ait des formes d'entreprise qui soient justes. Alors, tu as parlé de la nécessité de coopératives, que ce n'est pas des entreprises capitalistes, mais que penses-tu de la diabolisation qui est faite de l'économie domestique? Ça veut dire que les gens qui vivaient de la production familiale domestique, petits paysans, petits agriculteurs, ils avaient un bœuf, deux moutons, etc., ou bien qui donnaient un coup de main à leurs voisins, tout ça, c'est travail au noir. C'est, vous ne respectez pas les normes. Si vous voulez avoir un mouton chez vous, il faut qu'il ait un petit anneau à l'oreille. Vous ne pouvez pas tuer votre cochon chez vous, il faut aller à l'abattoir. Tout ça qui constitue quand même une base économique puissante dans la population, c'est criminalisé. Quel rôle ça peut avoir dans la satisfaction de nos besoins? Alors, pour moi, c'est un rôle essentiel. Si on revient à ce que Maurice Bishop avait commencé à mettre en place, au début des années 80, il avait mis en place une politique qui permettait justement de valoriser toutes les cultures familiales. Et je pense que dans notre pays, ça devrait être la base de notre économie. Ça veut dire que pour moi, les pouvoirs publics, lorsqu'ils seront gérés par nous, devront permettre et être organisés pour faciliter que chaque famille puisse vivre déjà de ce qu'elle peut produire. Donc, ça peut être compliqué à comprendre aujourd'hui parce que notre économie est organisée autour du tertiaire, c'est-à-dire de sociétés de services. Donc, c'est le modèle économique qu'on nous a donné, c'est qu'il y a une économie agraire, donc une économie primaire, une économie secondaire, une économie tertiaire. Aujourd'hui,
On est passé en 30 ans de 8700 agriculteurs déclarés à 2100 agriculteurs. Donc on a eu une inversion de notre modèle social et économique sur les 40 dernières années vers une société de services et une société de consommation. Donc ça peut être compliqué pour les gens qui nous écoutent de se dire que oui, mais on va revenir à des structures de jardin, etc. C'est un petit peu ce que le narratif nous invite à penser. C'est bien pour ça qu'on parle de manipulation des mots. Et ce que tu dis est très important parce que pendant toute la période de l'esclavage, la masse de nos peuples était vraiment écrasée dans leur être. Mais comment ils ont vécu? Comment ils ont mangé? C'est parce que eux faisaient leur jardin tout. Mais après l'insurrection, toute la période coloniale jusqu'aux années 70, la majeure partie des gens ne vivaient pas d'un salaire, ils vivaient de ce qu'ils faisaient de l'économie endogène. Aujourd'hui, on a, ce que tu dis, une nouvelle donne, puisqu'on a un État capitaliste qui impose son narratif, ses normes. On n'a pas le droit de faire ci, on n'a pas le droit de faire ça, et qui fait en sorte qu'on est contraint. Mais en plus, qui fait que il dit que c'est moi qui dois fixer les orientations, qu'est-ce qu'on va planter, où on va faire une zone industrielle, etc. Et l'argument le plus important, c'est le budget de l'État, le budget des collectivités qui détermine tout ce qu'on va faire pour vivre. Par exemple, on n'a pas assez d'argent pour payer les retraites. Les retraités qui ont la faute d'avoir 2 000 €, c'est des gens aisés. Il faut qu'on prenne dedans pour aider les générations futures. Donc, on a cette propagande qui fait que c'est la gestion budgétaire et les normes de l'État capitaliste qui normalisent ce que nous avons à faire. Qu'est-ce que tu dis de ça? Alors, je reviens au fait que c'est toujours une question de volonté politique. C'est-à-dire que nous, on a connu que ça. Ma génération n'a connu que ça, la tienne aussi n'a connu que ça, la départementalisation, et donc l'ensemble des institutions et infrastructures françaises. C'est ce que nous connaissons. Est-ce qu'un jour ça a déjà été adapté à notre réalité? Non. C'est adapté simplement aux besoins de l'État français et de ses besoins de maîtrise de la population et de son besoin de conserver nos pays sous sa domination. Donc tout ce qui est mis en place n'a jamais été conçu pour nous. En tant que Martiniquais ou en tant que Guadeloupéen ou en tant que Guyanais, ça n'a jamais été designé pour qu'on puisse nous accéder à un cadre de vie qui puisse être épanouissant pour nous. Ce n'est pas le but. Alors, pendant que Amilcar nous parlait, notre deuxième invité, notre deuxième personne ressource est arrivé. Je vais lui demander de venir à mes côtés. Roger Marion, bel bonjour. Alors, je suis très heureux de te recevoir. Déjà, je vais dire que c'est un militant de très longue date qui est au fait des affaires économiques, qui a impulsé des entreprises, qui a fait de la formation professionnelle. Et j'aimerais que tu te présentes à nos auditeurs. Alors, je te passe mon micro, je pense que ce sera plus pratique. Oui, bel bonjour pour tout le monde. Hein. Donc, juste pour dire que, bon, la présentation n'est pas longue, bon, puisque c'est en général long, bon, quand on tout décorum là, bon, donc, quand on est vivant, donc, on profite de la vie, on essaie de profiter. Donc, non, mais ce que je voudrais, juste pour dire, bon, moi, ça, bon, militant de longue date, c'est-à-dire, pour moi, c'est surtout par rapport au pays, donc ce qu'il y a à faire, ce qui est important et tout, etc. Donc, pour aller de l'avant. Donc, l'objectif, c'est quel type de contribution. Mais la contribution, elle est générale, elle est particulière. Donc, et chacun fait à son niveau en fonction de ses moyens. Donc, c'est comme ça que moi j'agis de manière générale. Bon, et puis d'essayer de voir dans l'intérêt des uns et des autres. Alors, ce qui est intéressant avec les vrais militants,
Et ceux qui font l'histoire de l'ombre, c'est qu'ils sont modestes. Je le vois toujours beaucoup plus jeune que moi, Roger Barillon. J'aimerais que tous les gens qui regardent sachent que c'est ce jeune homme-là qui a été l'artisan principal de la construction de ALCPJ, en lot chemin pour la jeunesse, qui a marqué l'histoire de notre pays. Mais déjà, il avait servi à l'université en constituant l'organisation des étudiants de Martinique, qui a fait un travail extraordinaire. Un de ces jours, on va t'inviter pour parler de cette histoire-là. Aujourd'hui, nous sommes à discuter sur le thème de la manipulation des mots en politique et en économie. Et je disais au début de l'émission que tout ce que les gens conçoivent, c'est fait à partir du vocabulaire. Bon, il faut créer des entreprises, il faut être compétitif, il faut vraiment... c'est tout ce qui est capitaliste officiel. À partir de ça, quel que soit son rang social, c'est à partir de ça qu'on détermine des positions. Alors, j'ai posé la question à Milka tout à l'heure. Pour toi, une économie saine, valable, correspondant aux intérêts du peuple, qu'est-ce que ça devrait être? D'abord, en fait, pour ce qui me concerne, donc la question économique, l'économie de manière générale. Bon. Alors, c'est effectivement un très très grand mot, et c'est vrai qu'on a du mal à bien définir cette notion d'économie, bon, puisque d'une part, les sciences économiques, bon, on ne sait pas exactement si c'est une science exacte ou une science sociale. Donc, on pense qu'effectivement, ça touche les deux parties. Donc, la partie sociale, bon, parce que c'est de l'organisation sociale, l'organisation de la société. Bon, et puis, d'autre part, science exacte, parce qu'effectivement, quand on parle de compétitivité, donc on revient à des mathématiques, on revient à des choses qu'il faut calculer. Donc, donc c'est ça. Et donc, c'est pourquoi que la question de la science économique de manière générale, donc ne peut pas être vue, enfin ça c'est toujours mon opinion, bon, que sur un seul prisme. Donc il faut tenir compte des deux. Bon, et dans le cadre dans un pays de manière générale, bon, effectivement, la question économique devient centrale, puisque c'est de savoir bon, comment on va faire pour se nourrir, se loger, etc. Donc, et comment la société va fonctionner. Bon, ben, effectivement, ça amène à des décisions, parfois des décisions qui sont très douloureuses, par exemple les impôts, etc. Bon, mais il faudra toujours des impôts, parce qu'il faut qu'il y ait une contribution. Bon, d'autre part, on parle effectivement de compétitivité des entreprises, mais compétitivité aussi entre les pays, bon, puisque bon, il faut pouvoir vendre ce qu'on leur fait. Donc, et pour vendre, bon, ben, il y a la concurrence, hein, donc il faut un prix et il faut pouvoir justement avoir des produits qui répondent aux besoins des consommateurs. Il faut avoir des prix qui sont attractifs, etc. Bon, mais maintenant, quand on fait les prix, il faut savoir comment les prix se forment. Bon, ben, et il faut acheter. Il faut acheter soit des matières premières, il faut acheter du temps de travail, bon, puisqu'il faut payer des salaires et tout, etc. Et puis, il faut voir si tout ça, c'est l'équilibre. Et c'est à partir de l'équilibre, on va déterminer bon, si on a atteint le but ou pas. Maintenant, le résultat de l'équilibre, c'est de savoir bon, ben, si c'est un profit, comment il est redistribué, bon, si c'est une perte, comment elle est amortie. Donc, donc ce qui fait qu'effectivement, le processus économique, bon, c'est un ensemble de calculs, c'est un ensemble de choix aussi, de décisions et de choix. Bon, ce qui fait qu'en fait, il n'y a pas d'élément pour dire qu'il y a un élément bien et bon, mais ça dépend des personnes qui dirigent. Alors, tout de suite, ça m'amène à te poser une question. Qu'est-ce qui va nous permettre de dire qu'une économie est saine, elle a réussi? Est-ce que ce sont les critères qui nous sont proposés, le PIB, le PNB, le taux de croissance, etc. Est-ce que c'est cela qui signifie, si tous ces chiffres sont élevés, que nous sommes dans la bonne direction? Alors, de toute façon, les chiffres, ce qu'on appelle des indicateurs. Donc, oui, ce sont des indicateurs. Donc, les indicateurs, bon, ce sont des repères qu'on se donne, c'est-à-dire bon, pour mesurer. C'est comme on a un mètre, hein, bon, ben, on a des décimètres, donc on a une unité. L'unité, justement, c'est de pouvoir mesurer. Alors, l'histoire de PIB, PNB et tout, etc., bon, ce sont des indicateurs qui ont été mis en place pour pouvoir bon, définir bon, ben, comment on va mesurer l'évolution économique d'un pays ou d'un ensemble de pays. Okay? Bon, donc,
le PIB, alors maintenant on peut avoir un PIB, par exemple, on regarde le PIB, on va voir par rapport à la population qu'on appelle qui travaille, c'est-à-dire la population active. Bon, mais tu as de la population active, tu as plein de gens qui sont inactifs, mais qui pèsent, qui comptent quand même. Donc, alors, si par exemple on est dans un pays qu'on a, entre guillemets, un maximum de chômeurs, par exemple, hein, bon, alors quand ils sont chômeurs, on peut les considérer dans la population active parce qu'ils sont en capacité ou en âge de travailler. Bon, donc on considère qu'ils peuvent être actifs. Bon, maintenant, est-ce que là, il y a suffisamment de ressources dans le pays pour leur donner du travail? Donc, alors, savoir si l'économie est saine, donc c'est-à-dire que est-ce qu'elle arrive à satisfaire les uns et les autres? C'est-à-dire que les gens sont en capacité de manger, bon, les entreprises sont en capacité de se développer, bon, les institutions sont en capacité de fonctionner. Donc, la notion, effectivement, il n'y a pas... En fait, moi, je dis que bon, une économie saine, on ne peut pas déterminer. Donc, tout dépend de... C'est l'angle d'analyse qui est déterminant. C'est-à-dire, bon, à savoir qu'est-ce qu'on veut montrer et qu'est-ce qu'on veut... Et sur quoi on veut aller. Est-ce que le problème, c'est de dire, bon, la question de savoir, bon, est-ce que dans la population, par exemple, si on dit, bon, en Martinique, bon, je prends l'exemple de la Martinique, bon, pendant longtemps, on a toujours été caractérisé comme un pays riche. Bon, par rapport aux îles d'à côté. Bon, moi j'avais eu l'occasion dans les années passées, très très longtemps. Bon, une fois je débarque à Barbade, hein. Bon, ça fait très très longtemps, et je vois, bon, comment on appelle ça encore, le truc là, les poulets frits là, la chicken machin, etc. Donc, et McDonald's et tout ça. Bon, et il n'y a même pas encore le chicken machin chez nous, etc. Bon, mais quand je regarde avec le McDonald's, bon, mais quand on regarde le McDonald's, le même prix, c'est le même prix, qu'on soit en Martinique. Enfin, à l'époque, hein, c'était le même prix, etc. Donc, si c'est pour moi un indicateur, c'est-à-dire, ça voudrait dire que si les gens sont en mesure d'acheter le même produit là et là, donc ça veut dire que bon, il n'y a pas, celui-là n'est pas plus riche que l'autre. Donc, la question de l'économie saine, c'est aussi, comme je disais tout à l'heure, dans un certain nombre de décisions, si on a fixé des objectifs et que les objectifs ne sont pas atteints, bon, on constate qu'il y a un dérapage, par exemple, bon, déficit, beaucoup de déficit, etc. Bon, on peut considérer qu'effectivement ce n'est pas sain parce qu'il y a quelqu'un qui paye. De toute façon, quel que soit, il y a toujours quelqu'un qui paye. Donc, et voilà, bon, ça va s'appuyer. Bon, tu disais tout à l'heure, là, bon, on va dire, il faudrait que les retraités, il faudrait que les gens qui n'ont pas beaucoup de revenus payent. Bon, par exemple, dans le système capitaliste de manière générale, il est plus facile de faire payer les petits. Bon, parce qu'on va te dire que bon, on prend 10 centimes, mais comme les malheureux sont plus nombreux, donc 10 centimes par des billions, ça rapporte de l'argent. Donc, c'est normal, on va dire, oui, il faut que ces gens la payent, etc. Bon, et quand on voit tous les grands débats actuellement sur la question, s'il faut-il fiscaliser les gens qui ont des gros revenus, ou sinon, etc. Donc, c'est ça la problématique. En fait, pour moi, la problématique de savoir si l'économie est saine ou pas saine, c'est-à-dire on ne peut pas déterminer qu'elle est saine ou pas saine, tout dépend donc des résultats, c'est-à-dire des personnes, la façon de vivre, bon, et comment les gens se débrouillent. C'est-à-dire, par exemple, je disais tout à l'heure, effectivement, est-ce que les gens trouvent du travail? Bon, s'ils ont la capacité de trouver du travail, c'est-à-dire, parce que j'ai parlé de la population active, donc ça veut dire que normalement ils sont en âge de travailler, ils ont la capacité de travailler, mais est-ce qu'il y a du travail pour eux ou pas? Donc c'est ça. Bon, aujourd'hui, si on va de notre pays, on va dire qu'effectivement, nous on a on appelle ça des handicaps. C'est-à-dire que on peut pas donner du travail à tout le monde, d'une part. En fait, ce qu'on dit c'est-à-dire le pays de manière générale, donc n'est pas en mesure de produire, de donner du travail pour tout le monde. Bon, d'autre part, on constate que de plus en plus que la misère s'accentue, que le niveau de revenu, par exemple, quand on regarde le revenu, par exemple, le PIB, c'est en mesure des revenus. Mais plus tu as des gens qui ne travaillent pas, plus tu as des gens qui n'ont pas de revenus, plus le niveau descend. Donc, ce qui veut dire que on est dans le misérabilisme. Donc, et c'est un peu la difficulté. Bon, quand on regarde, au moment, je me rappelle, on parlait de la société de consommation. Bon, mais aujourd'hui, quand on va faire, moi j'ai eu l'occasion de faire des observations, de faire des enquêtes. Donc, quand on regarde, les paniers qui sortent des supermarchés et tout, etc. Avant, on pouvait sortir, des gens sortaient avec des paniers remplis. Bon, mais là, les gens vont peut-être tous les jours au supermarché pour 10 euros ou 20 euros.
Donc, et donc, ce sont des critères. Bon, mais la consommation, on est obligé d'acheter. Bon, il faut acheter pour pouvoir soit se nourrir, etc. Donc, la problématique, toujours, c'est de savoir les choix qu'on est amené, en fait, les décideurs sont amenés à faire, bon, pour pouvoir permettre aux gens, soit de compenser. Donc, en fonction des capacités du pays, en fonction des capacités des individus, pour pouvoir, dire, là, on va mettre, on va faire en sorte que, on va fixer une priorité, et puis on va faire comme ça. Et la grande problématique de notre pays aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on n'arrive jamais à mettre en place des priorités. Donc, on va énumérer un certain nombre de priorités, mais comme il y a tellement de priorités, et on ne peut pas faire toute une chose, tout d'un seul coup. Donc, et c'est là la différence entre le gouvernement d'un pays et le gouvernement d'une entreprise. Une entreprise, elle peut dire, effectivement, j'ai tel objectif, et comme c'est du concret, c'est-à-dire que si elle n'a pas eu de résultat, soit en termes de chiffre d'affaires, etc., elle va pouvoir dire, j'ai pas fait ça. Mais au niveau du pays, on va fixer des grandes orientations, on va dire qu'on va faire ça, mais on ne mesure pas les objectifs pour dire, on n'a pas fait ça, ou sinon faire le choix de dire, sur telle période, on va prendre un point et qu'on va le traiter. Pour voir si ça donne un résultat. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra dire si c'est sain ou c'est pas sain. Alors, de tout ce que tu dis, on retient que les critères concernent ce que le gouvernement décide pour mesurer, mais ça n'a aucune liaison avec le vécu et la réalisation des conditions de vie, de l'amélioration des gens. On parle chiffres, etc. D'ailleurs, ils en sont tellement conscients que certains pays ont développé l'idée de produit IDH, l'indice du développement humain. Donc, il y a ce nouveau critère dont on ne parle pas tellement aux informations qui dit, combien d'hôpitaux, combien d'écoles par rapport au nombre d'habitants, etc. Ça, ce serait déjà un critère plus intéressant, mais il n'en parle pas tellement. Par contre, les mots sont utilisés pour imposer des choix. Je prends le mot croissance. C'est quoi la croissance? La croissance, c'est l'évaluation des richesses créées pendant une année. Donc, cette année-là, toutes les entreprises, les profits financiers ont permis au pays d'avoir tant. C'est la croissance. On mesure ça par rapport aux différentes années, on a le taux de croissance. Ça a augmenté ou ça a diminué? Mais oui, mais c'est quoi la croissance? Toutes ces richesses-là, ça intègre quoi? Ça intègre l'argent que, par exemple, les industries du film pornographique font. Ça intègre les spéculations qui ont été faites par une banque d'achetant des minerais, etc. Ça veut dire que c'est une somme théorique qui n'a aucun impact sur les conditions de vie. Et on parle de croissance. Et on prend ça comme justificatif pour dire aux gens, mais nous ne pouvons pas vous payer la sécurité sociale. On va réduire les remboursements des mutuelles parce que cette année, le taux de croissance a baissé. La question de la répartition disparaît totalement. Et là, je me retourne donc vers Amilcar pour lui demander son point de vue sur le vocabulaire économique et puis la liaison que ça a avec les conditions de vie. Est-ce que tout ça, taux de croissance, tout ce qui a été dit là, nous permet de savoir si on vit mieux, s'il faut continuer dans la même direction ou pas? Alors, les indicateurs sont fournis par ceux qui construisent le système. Et donc, pour la question de croissance, pour une économie prédatrice ne voudra pas dire la même chose pour une économie solidaire. Là encore, tout dépend de l'objectif de ceux qui posent les mots et de ceux qu'ils veulent atteindre. Croissance pour nous, quand l'ensemble des entreprises sont détenues par un groupe de personnes spécifiques, en quoi le fait que ce groupe de personnes puisse avoir une croissance de son enrichissement va profiter au peuple? Dans notre réalité à nous, ça n'a quasiment aucune prise, parce que la croissance telle qu'elle est définie, les indicateurs qui sont définis ne correspondent pas à la réalité de la structuration de notre société. Nous avons une société qui est structurée sur un modèle de plantation. C'est ça la structure de notre société. Donc on ne peut pas visualiser la croissance, et tous ces mots-là qu'on nous donne en économie, pour moi, ils sont dangereux.
Ces narratifs sont dangereux parce que ça continue de nous maintenir dans une vision extérieure à ce que nous sommes vraiment. Notre réalité en tant que Martiniquais, alors on peut rentrer effectivement, puisqu'on nous a imposé une structuration avec des institutions spécifiques, la sécurité sociale, un modèle fiscal, etc., qui répond aux besoins organisationnels de l'État français. En revanche, jusqu'à maintenant, et ça c'est quelque chose que la volonté politique doit définir, nous ne sommes toujours pas en mesure de dire ce qu'il faudrait aux Martiniquais pour pouvoir atteindre un équilibre ou une santé économique. C'est-à-dire, on ne nous autorise pas à le dire, on nous empêche de le dire. Alors, mais plus loin que de le dire, on nous empêche de l'étudier correctement. Parce que pour connaître à travers les mots déjà, et puis à travers les modèles économiques qui nous sont proposés. Les modèles économiques qui nous sont proposés, lorsqu'on veut étudier, les données, la façon dont les données sont structurées, et même la nature des données qu'on a, elles proviennent d'institutions comme l'INSEE, comme Bercy, etc., et qui ne nous permettent pas d'avoir une évaluation juste, réellement, de ce à quoi ressemble notre économie. Donc on a déjà, pour moi, il y a une volonté politique à vouloir payer, s'il le faut, des entreprises et des cabinets d'études spécifiques pour savoir, mais au final, ça coûterait combien à un État martiniquais de créer un système de santé. La sécurité sociale, ramenée à notre réalité, ça coûterait combien? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un flou. C'est-à-dire, quand on va chercher les données, on les a. Hein. C'est-à-dire que techniquement, vous allez à Bercy, si vous prenez les informations fournies par le ministère de l'économie de la France, par l'INSEE, etc., on va vous dire, ben voilà les données qu'on vous donne. Mais en réalité, ces données-là ne tiennent pas du tout compte de la structure sociale martiniquaise, de ce que font les Martiniquais au quotidien pour vivre, pour acheter à manger, pour nourrir leur famille, pour essayer ou pas d'investir. Dans quoi? Dans quel secteur? Ces données-là, elles existent, mais elles ne sont pas du tout actualisées et elles ne sont pas du tout modelées dans le narratif, comme dans la structure des données, pour qu'on puisse comprendre réellement quels sont nos besoins. Très bien. Alors, tu as parlé tout à l'heure de société de consommation. Ça m'amène à un concept qui fait beaucoup de débats, qui est repris par pratiquement tous les syndicats, les organisations. Et nous voulons augmenter le pouvoir d'achat. Qu'est-ce qui se cache de vicieux derrière cette notion de pouvoir d'achat? Oui, alors la question du pouvoir d'achat, ça s'appelle bien pouvoir, donc la capacité à. Donc, et l'objectif de dire, nous voulons avoir plus de capacité à acheter. Okay? Donc, ce qui veut dire, effectivement, c'est avoir plus de revenus. Bon, puisque c'est le revenu qui permet d'acheter. Bon, et donc, le fait que la revendication de dire, nous voulons avoir plus de pouvoir d'achat, et c'est que effectivement, je me rappelle par rapport à la crise de l'année d'avant, effectivement, il y avait plusieurs débats là-dessus, mais je disais, la question de l'angle, on parlait de la vie chère, on parle de la vie chère, donc pouvoir d'achat pour pouvoir acheter parce que la vie est chère, ok. Mais il ne faut pas oublier que on a de manière générale, donc en économie, il y a des concepts qui sont, comme je disais tout à l'heure, ce sont des indicateurs clés qui permettent soit de mesurer ou sinon de calculer. Donc, le salaire est un prix. Le salaire est un prix. Donc, si on détermine un pouvoir d'achat, ça veut dire qu'on va agir sur un prix, qui est le prix, entre guillemets, ce qu'on appelle de la main-d'œuvre. Okay? Donc, si on agit sur le prix de la main-d'œuvre, ça rentre dans une structure de ce qu'on appelle des coûts. Et dans cette structure de coûts, donc il y aura un impact effectivement qui va faire évoluer notre prix. Donc, puisque tout est mécanique, tout est lié. Donc, c'est pour cette raison que le fait que ça ne va pas changer, c'est-à-dire quand on regarde bien, on a toute l'histoire économique, toute notre histoire économique depuis la départementalisation et tout ça, c'est de dire c'est de donner du pouvoir d'achat.
Donc on avait des revenus, etc. Ça a donné, on avait de l'argent. Bon, quand on regarde à un moment, on dit, bon, il y a beaucoup d'argent qui circule, il y a beaucoup d'argent, mais effectivement, et là, on est en train de débattre sur la question de savoir, bon, ben, est-ce que l'économie est saine ou pas saine. Donc, vraiment, quand on regarde, bon, ben, on va dire, bon, le PIB de tant de millions, etc., donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de revenus qui circulent. Bon, mais ça ne résout pas les problèmes. Donc, c'est pour cette raison, la question du pouvoir d'achat, bon, c'est pourquoi faire. Bon, le pouvoir d'achat, pourquoi faire. Bon, quel est l'objectif? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt essayer de diminuer des coûts ou sinon de diminuer des charges? Bon, comment on peut justement répartir un certain nombre de charges pour qu'il y ait que ceux qui ne sont pas en mesure de supporter aient une charge moins importante. Donc, et c'est ça, et c'est pourquoi je dis, bon, en fait, c'est dans la logique du système, du fonctionnement du système, effectivement, c'est toujours, on va toujours vers un peu plus, mais on oublie tout ça. Exactement, c'est un enchaînement qui n'arrête pas. Bon, et on ne va pas pouvoir résoudre le problème. C'est pourquoi, bon, la question est de savoir, bon, ben, effectivement, quand on regarde, on va dire, bon, depuis le temps qu'on fait plein de choses, etc., bon, mais rien ne change, rien n'évolue. Bon, et je regarde, bon, vous avez vu l'exemple avec la question de l'euro, bon, même aujourd'hui, un pain au chocolat, un truc comme ça l'a changé. La composition d'un pain au chocolat n'a pas changé. D'accord? Bon, je l'achetais 1 franc, maintenant c'est 1 franc 20, 1 euro 20, c'est-à-dire 10 francs. D'accord. Donc, ce qui veut dire que, en fait, c'est bien ça. Bon, on a plus d'argent, mais il faut dépenser plus. Chaque fois qu'on a plus d'argent, il faut pouvoir dépenser plus. Et en fait, c'est la dépense qui génère du profit. Parce que c'est celui, quand tu achètes, tu vas ajouter 1 centime ou 20 centimes pour celui qui te vend. Donc, et ainsi, effectivement, bon, ben, tu vas avoir plus d'argent pour pouvoir dépenser plus et même plus que ce que tu as. Alors, c'est très important ce que tu développes là maintenant. Et ça me rappelle une discussion que j'avais avec un gros économiste, gros dirigeant politique, qui m'a saigné à la face, ça fait une vingtaine d'années. Tu te rends compte, un médecin à Cuba touche l'équivalent de 100 €, hein? Et puis tu veux que je devienne comme Cuba. Et bon, c'est quelqu'un qui était très haut placé, donc il savait. Je lui ai dit, mais oui, mais ce que tu expliquais, il a 200 € pour faire quoi? Et puis, les charges qu'il a dans sa famille, comment sont-elles réglées? Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas encore les effets de l'embargo criminel des États-Unis. À cette époque-là, transport gratuit, assistance au match gratuite, et cantine gratuite, soins gratuits, remèdes gratuits. Tes enfants vont à la colonie de vacances gratuitement. Ça veut dire que si tu fais un total de la valeur de tout ce qu'il reçoit de l'État, c'est 4-5 fois plus qu'un médecin, un pharmacien qui touche 6 000, 7 000 €, et puis qui a 2 000 €. Tiens, je ne vais pas prendre un médecin, je prends une infirmière libérale que je connais, qui touche globalement 6 000 €, dit, ouais, tout ça l'argent, mais qui est essentiellement pensable pour payer des impôts, l'essence du véhicule qui l'emmène dans tous les coins de la Martinique, les nœuds de voiture, et qui au final se retrouve totalement endetté, et beaucoup d'infirmières libérales. Donc il faut qu'on voit cette manipulation du vocabulaire qui fait que, bon, pouvoir d'achat, la vie chère, ben, comment tu luttes contre la vie chère sans lutter contre le système qui fait que la vie est chère? Quelle solution il y a ça? Il y a une part de truanderie dans cette propagande-là. Je ne sais pas ce que tu penses, je te laisse la parole. Pour moi, la question de la vie chère, effectivement, elle est... En fait, c'est la relation directe qu'on va avoir avec l'économie. On achète. Donc, ce qu'ils appellent le pouvoir d'achat, c'est comme ça que ça se matérialise le plus facilement dans notre esprit, puisque ça répond à notre quotidien, ce qu'on doit aller acheter pour manger, pour nourrir, pour répondre à nos besoins. Mais derrière ça, comment un modèle économique, qu'est-ce qu'un modèle économique va valoriser? Et c'est ça. C'est-à-dire que vous allez prendre une société qui va valoriser un travail de service. Donc vous allez avoir quelqu'un qui va occuper un poste, par exemple, de secrétariat, et qui, la société, le système va décider que cette personne doit toucher
un salaire, et donc il va évaluer la valeur du travail de la personne. Aujourd'hui, la façon dont évaluer la valeur du travail répond, encore une fois, aux besoins de ce système-là. Pour pouvoir, et c'est maîtrisé à l'euro près, pour pouvoir définir comment les gens vont dépenser leur argent. Parce que c'est surtout ça la question. On valorise le travail de quelqu'un, et derrière, ça va définir, mais ok, ben avec tant d'argent, comme tu disais pour le médecin cubain, qu'est-ce que la personne va pouvoir en faire? Et c'est là qu'il faut qu'on agisse réellement, c'est dans la compréhension de ce qu'est la valeur des choses. Je continue sur ta pensée là, avec la lutte des agriculteurs, mais tu es dans le secteur, tu connais. Un produit est acheté 6 € en supermarché. Il vient du travail d'un paysan. Le paysan touche 30-40 centimes sur ce produit-là. Donc la valeur qui est attribuée au service, comme tu dis, dans le système qui favorise une classe, et non pas à celui qui produit la nourriture humaine. C'est ça. Exactement ça. Je vais interroger Jessica, une jeune. Elle va venir peut-être nous poser sa question. Peut-être on lui fait une petite place. Et puis dans peut-être 5 minutes, on va faire une pause musicale pour annoncer un nouveau thème. Alors, tu peux venir là, Jessica. Tu es une jeune chef d'entreprise. Maintenant, tu t'approches, je dis, jeune chef d'entreprise. Mais où as-tu appris l'économie? Que t'as-tu appris de l'économie dans tout ton parcours pour t'aider à faire que ton travail serve à la communauté martiniquaise? Bonne question. Déjà, belle bonjour tout le monde. Il y a mon nom qui suivre nous. Ça me fait rire parce qu'en plus, j'ai appris l'économie à l'école. Qu'est-ce qu'on m'a appris? Comment ça fonctionne? Qui fait fonctionner l'économie plus ou moins? L'entreprise. Oui, l'entreprise, nous, les salariés, tout le monde, tout à dingue. Mais on ne m'a pas appris à nager avec les requins, en fait. C'est surtout ça. Et par rapport à ce que les intervenants ont dit, je rejoins un peu leur point de vue. Et pour répondre à ta question, en fait, c'est sur le tas qu'on apprend. C'est sur le tas parce que concrètement, que ce soit à l'école ou dans les institutions, comment dire, il y a l'esprit de l'économie et l'économie, concrètement, en fait, parce que c'est assez complexe. Faut dire que tout ce qui est autour de l'économie, assez souvent, il y a une part de politique, il y a une part de social, il y a une part... il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Et c'est vraiment, lorsqu'on commence à commercer, à avoir une entreprise, à être dans les services, quel que soit le métier que l'on fait, qu'on réalise la portée de cette économie-là. Voilà, si je peux répondre comme ça. Oui, alors avant de faire notre pause, je vais demander à Roger, là maintenant, supposons que nous ayons le pouvoir de diriger l'économie de notre pays, la Martinique. Qu'est-ce qu'il faudrait, quelle vision faudrait-il développer, sur quoi faudrait-il nous appuyer? Comme j'ai dit tout à l'heure, et la question, c'est toujours une question de choix. C'est des choix. Donc, et les choix sont déterminés par les individus. Donc, alors, soit par, ou par des groupes de pression. Bon, donc, aussi. Donc, c'est surtout ça. Bon, donc, c'est la force donc, de ces groupes et tout, etc. Qui vont, ces éléments-là qui vont déterminer les caractéristiques de choix. Bon, et donc, si par exemple, moi je dis, quand on regarde notre pays aujourd'hui, ça c'est ma théorie de manière générale, c'est de dire que on a déjà fait l'expérience, on en a parlé, tous les modèles de développement, tous les modes de développement, tous les programmes de développement, tous les projets de développement, etc. Mais on arrive toujours pratiquement au même résultat. Bon. Et une question fondamentale, donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure, donc il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas. Okay?
Bon, parce que, ces gens n'intéressent pas, parce que, bon, le fait que, bon, eux, c'est pas parce qu'ils n'ont pas la capacité de travailler, c'est pas parce qu'ils sont analphabètes ou autre, etc. Bon, mais c'est ils n'ont pas les moyens d'aller travailler, ils n'ont pas les moyens de pouvoir avoir un travail, bon, parce que l'offre de travail est restreinte. Okay? Donc, par conséquent, ces gens-là, il y a certains qui disent, c'est pas la peine d'aller chercher. Bon, je veux dire, il y a des gens même qui font un choix. Ils disent, c'est pas la peine, j'ai déjà fait toutes les écoles, notamment les jeunes. Hein. Aujourd'hui, par exemple, il y a peut-être d'entre nous, là, c'est une retraité, donc les gens qui ont travaillé peut-être 40 ans. Mais aujourd'hui, il y a des jeunes qui n'ont même pas encore commencé une journée de travail, mais qui ont déjà 35 ans, 36 ans. Donc, ça veut dire que ce sont des personnes qui seront, entre guillemets, miséreux dans quelques années. Parce qu'ils vont vivre de quoi? Parce que les parents ne seront plus là pour subvenir à leurs besoins. Donc, on a cette problématique. C'est pourquoi je disais qu'on a une misère qui est là, qui est latente, et qui devient de plus en plus grave. Bon, parce que, la société martiniquaise ne sera pas en capacité d'absorber tout ça. Donc, de pouvoir financer ça. Donc, effectivement, parce que aujourd'hui, il y a on a mis des prestations d'études pour aider les gens, mais ça ne fonctionne pas. Et c'est pour cette raison qu'on a une explosion de tout, entre guillemets, ce que j'appelle l'informel, c'est-à-dire, l'économie parallèle. Quand on parle d'économie parallèle, c'est le trafic. Donc, parce que, on pourrait dire le pouvoir d'achat, ça permet de dire à quelqu'un, mais j'ai une plus grosse somme aujourd'hui. Et maintenant, avant, on constate que les gens prenaient des risques, mais aujourd'hui, pour eux, c'est même pas un problème, le risque. Parce que ça passe ou ça passe pas, on s'en fout. L'important, c'est l'immédiateté. C'est-à-dire que, c'est pour ça, j'ai besoin de ça là maintenant, c'est tout. Et puis demain, on voit. Donc, le demain n'existe pas, c'est ça le problème. C'est ça le gros problème d'aujourd'hui. Donc, pour dire, en termes de choix, qu'est-ce qu'on voit? Et moi, quand je regarde, la seule, enfin pas la seule, l'activité principale qui permettrait donc de régénérer de l'activité en Martinique, c'est l'agriculture. Parce qu'elle est en mesure d'absorber de la main-d'œuvre. Donc, et si on ne va pas dans cette direction, c'est-à-dire, et c'est pourquoi justement, et je constate, aujourd'hui, il y a un mouvement de fond, c'est-à-dire au niveau de la population, au niveau des jeunes surtout, donc qui font des choses. La seule difficulté, ou la grande difficulté, c'est qu'ils n'ont pas de moyens. Ils n'ont pas de moyens financiers. Ils ont de l'intelligence, ils ont beaucoup d'innovation, ils font plein de choses. Et il y a des gens qui disent, c'est bien. J'aimerais. Donc, qui veulent acheter. Mais on revient à la question, c'est cher. C'est cher parce que tout le monde n'a pas la capacité d'acheter. Mais ils ne peuvent pas non plus vendre moins cher. Parce que s'ils vendent moins cher, ils ne vont pas manger encore. Donc, voilà la problématique. Et donc, la problématique. Alors, je reviens à une chose, je prends un exemple que moi j'ai vécu. Donc, il y a quelques années, très très longtemps, donc la collectivité par la CTM, donc dans le temps, travaillait sur sa stratégie de développement. Donc, on travaillait sur sa stratégie de développement, donc vous avez lancé des appels à projets, donc des appels d'offres, etc. Et à cette période-là, effectivement, il y avait des gens, femmes de cabinet qui avaient été retenus, mais des gens qui venaient de l'extérieur. Et notamment, Montpellier, etc. Et ces gens vont envisager. Oui, ces gens venaient travailler, on leur a dit, de faire des propositions pour le développement stratégique. Donc, ça veut dire que les élus étaient préoccupés par la problématique du développement. Donc, ils avaient besoin d'idées, et tout, etc. On a ces personnes qui venaient apporter des idées pour dire, pouvoir faire. Mais que ces personnes, par exemple, j'ai eu l'exemple parce que j'ai été sollicité, donc ces personnes sont arrivées sur le terrain, et on m'a contacté, on me dit si je veux travailler. Je dis, mais c'est embêtant, parce que, vous venez de l'extérieur avec vos modèles qui sont déjà bien, c'est très bien, donc on connaît, etc. Mais on a une problématique ici, il faut déjà intégrer la problématique d'ici, la connaître. Personnellement, effectivement, je crois à cette époque-là, j'avais d'autres camarades aussi, on travaillait ensemble là-dessus, ils n'ont pas été retenus. Donc, on n'a pas été retenus sur ça, etc. Mais j'ai eu l'occasion, donc j'ai dit, j'accepte le rendez-vous pour pouvoir discuter avec les gens. Je dis, vous allez prendre une responsabilité parce que vous allez écrire des choses, et c'est ce que vous allez écrire qu'on va appliquer. Et peut-être qu'il n'y aura pas d'intérêt pour nous. Mais ce que je vous dis, par exemple, quand on regarde l'histoire,
Bon, la problématique, je disais tout à l'heure, du développement agricole. Pour pouvoir faire du développement agricole, il fallait voir sur qui compter. Bon, le problème, il faut installer des jeunes agriculteurs, etc. Bon, mais les jeunes agriculteurs, comme je disais tout à l'heure, il y a toujours des références, des indicateurs économiques pour dire, est-ce que je peux pouvoir dégager un revenu? Donc, ce n'est pas la peine de dire, on va mettre 25 000 agriculteurs. Je dis non, ce n'est pas la peine de dire, on va mettre 25 000 agriculteurs. Peut-être choisir. On dit, il nous faut 10 agriculteurs, par exemple, 10 jeunes agriculteurs qui aient une capacité de production, qui aient un certain d'éléments. OK? Bon, mais l'élément fondamental, c'est la vente. Donc, il faut des marchés. Et nos marchés, quand on regarde tous les marchés communaux, c'était la place qu'on avait pour pouvoir vendre les produits. Et donc, si on veut redévelopper, il faut réanimer les marchés communaux. Pour réanimer les marchés communaux, il faut mettre de la production pour pouvoir, et on dit que les productions, c'est pour pouvoir diminuer le prix, il faut mettre de la production de manière régulière et en quantité sur le marché. Donc, parce que, j'irai sur je vais trouver de la laitue par là, je vais trouver de la laitue, mais on sera toujours au même prix, la tomate, etc. Bon, parce que, par exemple, je disais, écoutez, mais comment faire pour faire cela? Vous savez qu'à l'époque, il y avait beaucoup de directeurs d'école, beaucoup d'enseignants, qui sont montés à la campagne. Ils ont acheté beaucoup de terrain à la campagne. Et puis, ces gens-là, ils n'ont pas de problème de revenus, puisqu'ils ont déjà un revenu. Donc, notre problématique, c'est de donner aux jeunes un revenu de l'agriculture. Le problème de l'agriculture, c'est le revenu. Donc, s'il n'y a pas de revenu, il ne peut pas aller. Donc, pour pouvoir, c'est pour ça qu'on va mettre du nombre, donc il faut voir, il faut organiser. Donc, on dit, voilà, pour alimenter les marchés communaux, donc il faut que tous les enseignants qui sont propriétaires fonciers, qui font de l'agriculture de plaisance, c'est-à-dire le plaisir plutôt, parce qu'ils aimaient ça, c'était parce qu'ils venaient de générations antérieures, les parents étaient agriculteurs et tout, donc, mais ils font de la banane, ils font tout une chose, mais permettre à ces gens-là, justement, de leur donner des moyens, parce qu'ils n'avaient pas possibilité, mais pourquoi ils ne peuvent pas avoir un motoculteur, financer le motoculteur, comme ça il va pouvoir labourer. Mais lui, il n'a pas de problème de prix, il va pouvoir faire un prix qui va mettre du volume et du prix sur le marché. Parce que, et en même temps, les jeunes agriculteurs qui vont avoir des entreprises agricoles vont s'attaquer sur les marchés, ce qu'on appelle les circuits de commercialisation, notamment les grandes surfaces, parce qu'ils vont pouvoir apporter de la régularité et puis avoir des produits. Et donc, comme ça, si on arrivait à augmenter la production, le volume, et que tout le monde, on a déterminé la place de chacun dans le système, donc on va pouvoir réguler ce genre de choses et remettre de l'activité, remettre du revenu et remettre aussi, réduire de la dépendance par rapport à des produits alimentaires. Ça va quand on a entendu ça, parce qu'on voit qu'on a tous les moyens de développer notre pays. Alors, si M. Roger Marion était ministre de l'Agriculture de la Martinique, on ne serait pas mieux loti qu'avec le Cornu et autres. Je pose la même question. Là, nous aurions le pouvoir. Comment verrais-tu le développement d'une économie au service du peuple martiniquais? Et après ça, on fait la pause musicale. C'est une grande question. Alors, je suis d'accord avec ce que Roger disait. L'agriculture, c'est la clé déjà pour nous. Mais au-delà de ça, le système nous a appris à segmenter nos activités. Et donc à ne pas forcément faire de lien. Donc on est dans l'économique, on est dans le social, on est dans le politique, etc. Alors que finalement, c'est surtout une question de vision. Il faut que, si on doit demain décider de changer l'économie, de créer une économie pour notre pays, il faut qu'on ait une vision globale. Et cette vision, l'économie, la première chose à quoi doit servir l'économie, c'est simplement être dans son environnement. Et être bien et en harmonie dans son environnement. Donc tout doit repartir de ce que nous sommes, encore une fois, et non pas de modèles économiques qui nous sont... Alors le micro, bien parce que... Oui, et non pas de modèles économiques qui nous sont exogènes. Donc, la première chose qui, pour moi, aurait un sens, c'est de revoir notre tissu économique. Effectivement, toutes les personnes qui, aujourd'hui, n'ont pas accès à un travail, c'est pas parce qu'ils n'ont pas envie,
C'est simplement que l'économie aujourd'hui valorise un certain type d'activité et non pas l'activité agricole. Et donc, la première des choses qu'il faudrait faire, c'est donc s'asseoir pour voir comment on restructure notre modèle économique. Il faut qu'il soit nécessairement un modèle économique agraire. Nous sommes une île de 80 km/40. Je le répète encore, ça part bien. Et nous, 300 et quelques mille. Non, mais on perd, parce qu'on a beaucoup de gens qui partent. Donc, on est 300 et quelques mille sur un pays de 80 km/40. La question, c'est comment se nourrir par nous-mêmes. Et quand on aura répondu à cette question, tout le reste va découler. Parce que ça va nous mettre dans une vision et dans une mentalité de redéfinir ce dont on a besoin pour être martiniquais. Et c'est ça pour moi le fond de la question. On peut pas. On a été construit comme ça. On nous dit souvent, ah oui, mais vous êtes le produit de l'esclavage, vous êtes le produit. Non, Fanon a répondu à ça. Et donc, la seule pour moi chose que nous avons à faire, c'est prendre notre responsabilité. Et pour moi, la responsabilité, c'est pas d'aller dans les élections définies et structurées pour nous. Si on doit prendre ce pouvoir-là, il faut qu'on ait un programme clair pour que les affaires de la Martinique soient gérées par les personnes et soient définies par les personnes qui y vivent. Voilà, tu as presque fait la transition pour la prochaine partie, mais ce qu'on peut retenir de tout ce qui a été dit sur ce premier thème-là, c'est que nous sommes bloqués par des concepts qu'on nous a inculqués, alors que nous avons les réponses dans l'expertise de nos camarades, dans l'expérience des anciens et tout, et qu'il faudrait revenir sur nous-mêmes pour pouvoir aller. Mais tu as dit quelque chose d'important aussi, c'est qu'on nous a appris à fracturer économie, politique, etc. Alors que si on n'a pas répondu à la question de la propriété des terres, tout ce qu'on a dit là, faire les jeunes entrer, faire en sorte que le motoculture ne coûte pas plus cher que 4 fois plus cher qu'en France, etc., ça va rester des vœux pieux. Donc ça va poser la problématique de la politique. Pause musicale et on prend la deuxième partie tout à l'heure.